L'actualité de ces derniers mois a révélé au monde entier les conditions de travail parfois proches de l'esclavage auxquelles sont soumis les travailleurs du textile dans de nombreux pays en développement, en particulier en Asie. Des manifestations de travailleurs cambodgiens ont récemment été réprimées dans le sang. Et puis le 24 avril dernier, l'immeuble du Rana Plaza, vous vous en souvenez sans doute, s'est effondré au Bangladesh avec ce bilan terrifiant. Au moins 1135 ouvriers et employés morts sous les décombres, en grande majorité des femmes qui travaillaient plus de 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour fabriquer nos t-shirts ou nos chaussures de sport. Aujourd'hui, les entreprises occidentales ne peuvent plus faire semblant qu'elles ne savaient pas. La plupart de ces entreprises ont signé des accords avec les pays producteurs pour qu'ils s'engagent à respecter de nouvelles normes de sécurité ou à mettre en place un salaire minimum. Le reportage au Bangladesh de Gwenaëlle Lenoir. Chaque jour, ils sont des millions d'hommes et surtout de femmes à se presser vers les ateliers de confection. Beaucoup parmi ces 3 ou 4 millions de travailleurs du textile s'y rendent la peur au ventre. Et pour cause, les accidents industriels sont fréquents et trop souvent amputent des vies. Le plus grave, c'était le 24 avril dernier. Le Rana Plaza, une usine de 7 étages, s'effondre sur ses ouvriers. 1200 au moins y meurent. Et les consommateurs découvrent qu'au Bangladesh, on risque sa vie pour fabriquer les vêtements vendus en Occident. Depuis le Rana Plaza, 130 marques, principalement européennes, ont signé l'accord pour la sécurité et la sûreté des usines au Bangladesh, appelé plus simplement l'accord. Une avancée pour Kalpona Akhter, ouvrière à 12 ans, licenciée à 16, infatigable défenseur des travailleurs du textile. Nous sommes vraiment à un tournant. Je considère même qu'il s'agit d'un moment historique. Nous cautionnons l'accord à 100% car il comprend des avancées fondamentales. C'est la première fois dans l'histoire qu'un document est signé entre d'une part les syndicats et de l'autre un grand nombre de marques et détaillants. Structure des bâtiments saines, matériel anti-incendie, personnel formé au secours. Chaque usine travaillant pour les marques signataires de l'accord devra ressembler à celle-ci, une des très rares à recevoir les journalistes. Pour imposer les normes de sécurité internationale, des inspections indépendantes sont programmées. Quiconque, usine ou marque, ne se pliera pas aux recommandations pourra être poursuivi en justice. Le patronat se montre dans l'ensemble réticent car il faudra beaucoup d'argent pour les travaux. De nombreuses usines, petites ou moyennes, ne pourront pas payer de surcoût. Certaines marques ont assuré qu'elles augmenteraient leur prix d'achat, mais rien n'est sûr. Beaucoup d'usines vont fermer, ce qui veut dire au final beaucoup de chômeurs. Le spectre du chômage, voilà qui n'effraie guère les ouvriers du textile bangladais. Les marques ne partiront pas, ils sont parmi les plus mal payés au monde, même si le salaire minimum est passé de 30 à 53 € mensuels, pas grand-chose, inflation oblige. Le salaire augmente, mais le loyer aussi, et la nourriture. Au final, on ne gagne pas plus. Le riz valait 15 centimes d'euros le kilo, aujourd'hui c'est 40. Je ne peux rien mettre de côté. Si je tombe malade, je meurs. Je n'ai pas de quoi payer des médicaments. Devant le Rana Plaza, un monument en hommage aux victimes. Les ouvriers ne mourront peut-être plus au travail, ils ont encore du mal à en vivre. Alors, pour parler de cette situation terrible donc des travailleurs du textile, on l'a vu au Bangladesh, mais aussi dans d'autres pays de la région, avec nous en plateau Nella Ajaltouni, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette. Alors, c'est un collectif qui regroupe des associations de solidarité internationale, des syndicats et aussi des mouvements de consommateurs. Et vous vous battez dans ce collectif pour le respect des droits humains au travail dans le monde. En face de vous, Jean-Joseph Boileau, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes économiste, spécialiste de l'économie des grandes puissances émergentes, en particulier de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique aussi. Alors le constat, on peut le dire, Nella, c'est la situation actuelle, c'est les grands groupes textiles en fait qui recherchent le coût de production minimal, donc effectivement des conditions de travail les plus déplorables et les salaires les plus bas.
C'est encore la réalité aujourd'hui. Oui, c'est encore la réalité. Vous avez évoqué l'accident du Rana Plaza. C'était un accident qui était prévisible. Nous, collectif Éthique sur étiquette, d'autres ONG dénonçaient déjà depuis plusieurs années le fait que, particulièrement au Bangladesh, l'industrie textile est absolument insécure pour les travailleurs et que ces grands groupes internationaux qui investissent en connaissance de cause ont une responsabilité. Donc, elles ont signé des accords, elles étaient très promptes à communiquer, mais elles annoncent parallèlement que finalement, elles continuent à prospecter dans des pays où la main-d'œuvre est encore moins chère, où elles vont avoir une rentabilité même à créer de l'industrie textile. Donc aujourd'hui, on n'a pas senti de prise de conscience de ces acteurs de la mondialisation. Les producteurs, en fait, et les distributeurs occidentaux trouvent toujours des pays moins cher. On trouve toujours moins cher. On trouve toujours moins cher. Finalement, c'est aussi la mondialisation entièrement dérégulée qui offre cette possibilité. Et les entreprises les multinationales s'en sont bien saisies puisqu'elles ont organisé la dilution de leur chaîne de sous-traitance en localisant la production dans les pays qui offrent les meilleures conditions, c'est-à-dire les pires conditions de travail, puisque ça permettra des coûts de production peu élevés. C'est aussi parce qu'elles ne sont pas aujourd'hui tenues responsables pour les violations des droits humains au travail qui peuvent avoir lieu le long de leur chaîne d'approvisionnement, puisqu'aujourd'hui, un donneur d'ordre n'est pas juridiquement responsable de ce qui se passe selon sa chaîne de sous-traitance. Et ça, pour nous, aujourd'hui, c'est le cœur du problème. Alors, ce qui se passe pour le textile, Georges Boileau, ça se passe aussi pour d'autres secteurs de l'économie. La mondialisation, le libéralisme, quand il n'y a pas de règles, pas de contraintes, c'est vraiment quand c'est la liberté totale comme ça, c'est les excès, c'est la porte ouverte à tous les excès. Oui, ce qui est frappant, c'est que c'est la contradiction entre le libéralisme, qui repose quand même sur une théorie économique qui suppose une information pure et parfaite. Fondamentalement, c'est ça, l'éthique du capitalisme. L'idée, c'est de faire du développement par le commerce. Oui, et là, on a le bon exemple, mais dans le textile, mais alors justement dans le jouet, dans l'agroalimentaire, si je peux me permettre, quand j'ai dit qu'il y a d'autres secteurs. Le textile, ça fait 3% du commerce mondial. Ouais. L'agroalimentaire, c'est 15%. Il y a une opacité totale de l'information. Ouais. Ça, c'est quand même frappant. Donc, moi, je suis un libéral. J'ai pas honte de le dire. Et je suis un libéral, mais jusqu'au bout. Opacité totale de l'information et aussi des règles. Il n'y a pas de règles. Et alors, en fait. Il n'y a aucune régulation. Il n'y a pas d'organisation internationale qui s'occupe d'imposer des règles dans ce type de commerce-là. Voilà. Donc je pense qu'on est bien sûr face à un problème éthique, mais ça c'est vous qui en parlerez. Moi, en tant qu'économiste, je suis confronté à un problème économique qui est que nous n'avons pas en réalité de commerce mondial. On n'est pas dans le commerce là. On est dans quelque chose qui ressemble à de la prédation. Alors à quoi sert l'organisation du commerce mondial? Au contraire, à abaisser les droits de douane, à ouvrir le plus possible les vannes du commerce. Exactement, c'est ce qui a été reproché, mais y compris à Pascal Lamy, c'est d'avoir ancien directeur général de l'OMC, c'est d'avoir très peu progressé sur ce qui a été quand même cette globalisation absurde des années 2000, lorsque tout d'un coup on a signé un accord avec la Chine, donc 2001 si je peux me permettre. C'est quand même un basculement majeur, parce que pour la première fois, on a accepté pour des tas de raisons, 2001, mais enfin pour celle-là aussi. Pour celle-là aussi, que plusieurs centaines de millions de travailleurs rentrent de façon opaque, comme je le disais, dans un commerce mondial qui n'a aucune régulation. Le problème, comme on dit, c'est que ces pays-là ne respectent pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, les mêmes règles sociales ou environnementales que les nôtres. À la limite, là je reste libéral. Moi, ça me pose pas de problème que dans un pays comme le Bangladesh ou l'Éthiopie, on soit à des salaires mensuels de 20 ou 30 ou 40 euros. Si je peux me permettre, ce qu'a dit le patron de l'entreprise du Bangladesh n'est pas complètement faux. Il faudrait faire attention que sous prétexte de lutter contre des conditions de travail très dégradées, en réalité, on n'aide pas un secteur protégé, et puis que vous ayez à côté tout un ensemble de travailleurs précaires. Donc il faut faire attention à ça. Mais l'idée, par exemple, d'imposer ou de leur proposer un salaire minimum dans ces pays-là, c'est une bonne idée quand même. Bien sûr, c'est une bonne idée. Il y a effectivement les règles de la concurrence pure et parfaite ne sont absolument pas réunies, mais surtout ce qui n'est pas réuni, c'est la garantie d'un minimum d'aspirations qui sont des aspirations universelles, qui sont quand même encadrées au niveau international par des normes, par des droits qui sont non contraignantes aujourd'hui, effectivement. C'est-à-dire que l'OIT n'a pas les moyens de soumettre un pays qui contreviendrait à ces normes à une sanction. Du travail. Absolument, voilà. Mais la question, j'ai envie de dire, elle n'est pas là. La question, c'est comment est-ce qu'on impose aux acteurs de la mondialisation multinationale que dans leurs décisions économiques, la question de la dignité humaine soit intégrée et qu'elle l'absorbe dans leurs décisions économiques. Alors, on parlait de l'OMC, donc qui a pour vocation d'ouvrir le commerce mondial. L'OIT, c'est justement cette organisation qui devrait s'occuper des contraintes sociales, pas d'imposer des normes sociales. Ce qui s'est passé, rappelez-vous, c'était elle ne le fait pas. que le GATT est devenu l'OMC,
que le BIT est devenu l'OIT, à peu près au même moment. Et il s'était posé la question de savoir, effectivement, pourquoi on n'allait quand même pas les faire travailler ensemble. Et évidemment, les gens se sont opposés. Mais aussi imposer des règles. Exactement. Ouais. Et là, il y a eu une opposition massive des États, de tous les États, y compris les États européens, n'étaient pas pressés quand même de pousser à cela. C'est pour ça que je dis, le problème, c'est quoi? C'est les lobbies des producteurs qui, quand même, il faut le dire, sont confrontés à des consommateurs qui n'ont pas quand même en tête. C'est-à-dire nous? Quand nous achetons une chemise, un pantalon, nous regardons parfois maintenant Made in, mais nous n'avons aucune information sur la réalité des conditions de travail. Est-ce que les consommateurs aussi, vous aviez des consommateurs dans votre collectif, est-ce que le consommateur aujourd'hui fait attention à l'origine de ce qu'il achète? Il y a une prise de conscience manifeste des consommateurs sur les conditions sociales, l'origine sociale des produits de grande consommation que nous achetons ici. Il y a effectivement dans les déclarations d'intention une prise de conscience qui pourrait se manifester, mais qui ne se traduit pas en fait effectivement dans les actes de consommation. Mais il y a une raison très simple, c'est que l'alternative elle est extrêmement restreinte, il faut quand même l'admettre. Or aujourd'hui, effectivement, le consommateur est soumis à une pression, à des difficultés de pouvoir d'achat, mais je dirais que c'est encore une fois H&M qui fait plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, aux grands groupes qui ont les capacités d'absorber un coût correct un salaire correct pour les travailleurs qui participent à leur croissance économique et pas nécessairement aux consommateurs finalement. Alors justement, est-ce que ces grands groupes, vous avez ici H&M, on pourrait en citer d'autres, est-ce qu'ils ont accepté justement un minimum de règles pour que les conditions de travail de ces ouvriers, de ces ouvrières s'améliorent? Alors il faut dire que là, il y a une forte pression médiatique, politique, citoyenne avant tout depuis l'accident du Rana Plaza et c'est à mon sens ce qui a poussé ces marques à faire ce pas, à signer cet accord que nous soumettions au collectif éthique sur étiquette à leur signature depuis plus d'1 an, sans que l'on rencontre une oreille aussi attentive que depuis cette médiatisation. En 2 mots. Ils ont accepté de signer un accord qui les contraint à financer un système d'inspection indépendant de l'ensemble de leurs usines, mais aussi à faire en sorte que les syndicats puissent avoir accès à ces usines et puis tout faire pour que les bâtiments soient rénovés. Mais ce qu'elles n'ont pas fait... Qui a le pouvoir de contrôler tout ça? Alors justement, c'est un accord qui rassemble ONG, syndicats et l'OIT qui siègent en tant qu'acteurs neutres, les États et les grandes multinationales. Ça, c'est une réelle avancée. Ce qu'elles n'ont pas accepté, c'est de faire en sorte de modifier leurs pratiques d'achat, c'est-à-dire cesser la pression à la baisse sur les coûts, sur les délais de production, pour avoir une vraie politique de responsabilité, puisque selon ces grands groupes, ils sont tous très responsables. Prenons un exemple, un jeans qui coûte 100 €. Sur 100 €, combien vont dans la poche de ces travailleurs? Vous avez une idée de ça? C'est extrêmement difficile à dire. Tout dépend du circuit, du pays dans lequel ça a été produit, etc. En général, on estime entre 1 et 3%, voire 5% quand on est très gentil. Le salaire, pour l'ensemble des travailleurs qui ont travaillé sur le vêtement. Il faut rappeler qu'ils sont payés $1 par jour et qu'ils vont peut-être obtenir $2 par jour. Enfin, c'est des chiffres. Au Bangladesh, là, on est monté effectivement à 68, à 80 de dollars par jour. Ça reste même au Bangladesh dérisoire par mois. Ça reste même au Bangladesh dérisoire quand effectivement on a une inflation qui approche les 2 chiffres et que la mondialisation, c'est un jean. Attention, parce que l'Afrique arrive. Quand vous prenez les données, j'allais vous poser la question sur l'Afrique. C'est pour ça que on a parlé du Pakistan, du Cambodge, mais aussi des pays africains qui sont concernés. Nous sommes au Bangladesh, au Pakistan, au Vietnam, sur la ligne de fracture qui est la relocalisation en dehors de Chine de toute l'industrie mondiale du textile. Les coûts en Chine augmentent énormément et les autorités chinoises. Donc vous avez 150 milliards de dollars qui vont se balader dans les années à venir. Je regarde, 50 usines turques viennent de s'implanter dans un pays qui s'appelle l'Éthiopie, où là, il n'y a pas de salaire minimum, et en gros, le salaire, c'est $18 par mois. Donc, on trouve toujours moins cher, quoi. Ben oui, on trouve toujours moins cher parce que la bombe humaine que je décris dans Chine Afrique, elle est là. Voilà. 3 milliards de travailleurs vont arriver dans les prochaines années. Donc c'est très important ce que vous faites. Il n'y a pas de règles imposées aussi aux multinationales qui les contraignent à être responsables. Vous reviendrez parce que votre livre, on avait déjà parlé sur TV5, mais je le cite quand même, Chine d'Afrique, la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain. On est en plein dans ce sujet. Pour le meilleur ou pour le pire, je dis souvent. Chez Odile Jacob, merci à tous les deux.